Bonjour, Madame Côté-Providence. Bonjour. Voilà, eh bien, il est 16h10. Donc, vous travaillez à Engie Lab Synergie et vous allez nous présenter donc un exposé intitulé Exploitation de la mesure continue de trichloramine dans l'air pour une conduite optimale des centres aquatiques. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on vous entend très bien. Vous allez pouvoir Super. commencer. Je vous remercie. Donc je commence par me présenter. Manon Côté-Providence. Je suis effectivement ingénieure de recherche au sein de l'Engie Lab Synergie et je travaille particulièrement sur les thématiques de qualité d'air intérieur dans tout type de bâtiment et en particulier, dans des environnements spécifiques, tels que les piscines et centres aquatiques. C'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui et donc on va s'intéresser plus particulièrement aux centres aquatiques publics qui soient couverts, donc la piscine couverte évidemment. Je vais procéder à un exposé en 3 temps. Je vais commencer par présenter la problématique trichloramine. Ensuite, je parlerai de la sonde de trichloramine en continu et je finirai par des applications sur des sites réels. Pour commencer, revenons un petit peu au sujet de l'eau de piscine. Donc en France, la majorité des centres aquatiques est traitée au chlore euh, parce que la réglementation française nous y incite, puisqu'elle demande un effet rémanent, une eau désinfectée et désinfectante. Et de plus, ce traitement d'eau au chlore, il est bien maîtrisé par les exploitants depuis de nombreuses années. Donc c'est celui qu'on retrouve en majorité. Il y a deux traitements qui peuvent être réalisés, soit un traitement par chlore liquide, hypochlorite de sodium, ou alors un traitement par dichlore gazeux en bouteille cette fois-ci. Euh, dans les deux cas, sans rentrer dans les détails des équilibres chimiques, ça a été abordé un petit peu tout à l'heure. Là, le sujet, c'est juste de replacer les grandes familles de chlore qu'on utilise en exploitation. Donc, on a ce qu'on appelle le chlore actif, qui est l'agent actif désinfectant, euh, acide hypochloreux, qui va être grosso modo en équilibre avec l'ion hypochlorite qu'on appelle chlore potentiel et qui est un agent préventif libérant le chlore actif. Équilibre qui dépend du pH et d'autres paramètres. Et l'ensemble de ces deux chlores, on va l'appeler chlore libre. Et on va retrouver de l'autre côté une autre famille de chlore qu'on appelle chlore combiné ou chloramine, et qui est en fait un petit peu le déchet une fois que le chlore actif a réagi avec un ensemble de molécules, et c'est un sous-produit de désinfection. Et l'ensemble de ces chlores-là, on l'appelle le chlore total. Donc voilà un petit peu les différentes familles de chlore que l'on rencontre dans le domaine de la piscine. Maintenant, je vais passer un petit peu à l'interaction entre l'eau et l'air. Alors, je vais tout de suite préciser que ce schéma, il est très simplifié. L'idée, c'est juste de comprendre de façon assez macro les grandes réactions qu'on peut trouver. Il est un petit peu incomplet, mais grosso modo, on va avoir un ensemble de pollutions apportées par les baigneurs, de molécules azotées. On prend souvent l'exemple de l'urée, qui va réagir avec le chlore actif, donc l'agent désinfectant, et va venir former des sous-produits de désinfection, donc monochloramine, dichloramine, trichloramine. C'est trois molécules qu'on peut regrouper sous l'appellation chloramine, chlore combiné. Et la particularité de la trichloramine, c'est qu'elle est plus volatile que les autres et qu'elle va donc avoir tendance à passer dans l'air en phase gazeuse. Évidemment, il y a d'autres sous-produits de désinfection, mais
cette chaîne de réaction est majoritaire en piscine lorsque c'est traité au chlore. La trichloramine, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse une fois qu'elle est présente dans l'air? Tout simplement pour ses conséquences sanitaires principalement. C'est une molécule qui va avoir tendance à provoquer une irritation des muqueuses. Ça peut être le cas pour le baigneur et c'est surtout le cas lors d'une exposition prolongée, notamment par les personnels des centres aquatiques, qui peuvent être soumis à des concentrations, à une exposition prolongée tout au long de leur carrière et qui peuvent développer des pathologies qui sont reconnues comme maladies professionnelles, rhinite, asthme notamment. Donc ça, c'est la partie conséquences sanitaires. Et on a une autre conséquence qui est matérielle. Cette molécule va être assez corrosive et va provoquer une dégradation du bâti ou des équipements qui vient s'ajouter effectivement à l'atmosphère déjà humide des centres aquatiques qui a déjà tendance à provoquer ce type d'inconvénients sur le matériel. Donc une fois qu'on a compris l'intérêt de se pencher sur ce sujet trichloramine, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur la partie installation technique d'un centre aquatique, de manière schématisée ici. Donc quand on est utilisateur, on a une bonne vision sur le bassin et la halle bassin. Et évidemment, il y a tout un tas de systèmes techniques qui sont présents pour assurer le bon fonctionnement du centre aquatique. On a deux grandes familles, le traitement d'eau, mais également le traitement d'air qui est tout aussi important, on le verra. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces deux ensembles sont complètement liés et lorsqu'on a une action sur l'un, on va avoir des conséquences et des interactions avec l'autre système. On va revenir sur ce schéma dans la présentation, hein. Mais gardons aussi en mémoire qu'une piscine, ça représente souvent 50% des consommations énergétiques d'une commune. Donc il y a aussi ce paramètre gestion de l'énergie qui est à considérer lorsqu'on parle de gestion technique d'un centre aquatique. Donc globalement, lorsqu'un exploitant a la gestion technique d'un centre aquatique, voilà un petit peu son cahier des charges, hein, dans les grandes lignes. Tout d'abord, garantir le bon fonctionnement des installations techniques, leur pérennité dans le temps. Donc ça, c'est tout ce qui est maintenance, suivi de fonctionnement, assez standard sur tous les types de bâtiments. Ce qui est un petit peu plus exceptionnel sur le centre aquatique, c'est qu'on a tout ce qui est maintien d'une bonne qualité d'eau dans un cadre réglementaire, donc paramètres physico-chimiques et bactériologiques évidemment. Donc ça, c'est toute la partie traitement d'eau. On a une partie confort, donc principalement pour les baigneurs, aussi pour le personnel. La partie confort, donc maintien d'une température de l'eau, d'une température et d'une hygrométrie de l'air. Et alors, dans les contrats aussi, il y a la partie amélioration de la performance énergétique. Et là, on va agir sur tous les systèmes techniques du centre aquatique, que ce soit le traitement d'eau, le traitement d'air et également les installations annexes, les douches, les éclairages, l'accueil, etc. Et donc à tout ça, on va ajouter la thématique qualité d'air qui prend de plus en plus d'importance ces dernières années, hein, avec notamment la recommandation de l'ANSES de ne pas dépasser 0,3 mg par mètre cube de trichloramine dans l'air, sans pour autant que ce paramètre soit intégré à la réglementation pour le moment. Pour agir sur la qualité d'air, il y a 3 grandes familles d'actions que l'on peut mettre en place, si possible de manière graduelle et dans cet ordre. On va voir pourquoi. Dans un premier temps, on va essayer d'éviter l'apport de pollution de matière azotée dans le bassin, puisque cette pollution azotée qui, en se dégradant, va finir par produire des chloramines dans l'eau, puis des trichloramines dans l'air.
Et donc ça, pour agir sur ce paramètre-là, c'est surtout de la sensibilisation pour insister sur l'hygiène baigneur. La deuxième famille, c'est éliminer autant que faire se peut, dans l'eau, donc par un traitement d'air adapté. On parlera du strippage notamment qui est un paramètre très important. Et en dernier recours, lorsqu'on n'a pas pu éviter, une présence de trichloramine dans la halle bassin, on va venir, agir sur le traitement d'air et diluer et évacuer cette pollution par un renouvellement d'air. Donc pour détailler un petit peu ces 3 familles, sur la partie sensibilisation, qui pour moi vraiment est très importante et un petit peu à la base de tout. Il y a des actions qui peuvent être mises en place, d'affichage, des réalisations de vidéos explicatives et cetera. Comme souvent dans la prévention, l'important c'est de faire comprendre aux gens le pourquoi de ce qu'on leur demande. Et également, ce paramètre peut être pensé à la conception d'un centre aquatique pour éviter que, par exemple, les pédiluves soient évitables, que les douches soient évitables et inciter autant que possible les gens à réaliser ces actions d'hygiène avant de rentrer dans la piscine. Bon, évidemment, il y aura toujours un apport de pollution dans le bassin, c'est inévitable. Donc on va parler de la deuxième thématique qui est le traitement d'eau et notamment des étapes dans ce traitement d'eau qui ont un impact important sur les concentrations en trichloramine dans la halle bassin in fine. Donc on va avoir un bassin qui va par débordement ici, on va récolter une partie de cette eau dans le bac tampon. Bac tampon qui a un rôle donc d'absorber les variations de volume du bassin. Ça, c'est son premier rôle. Et le deuxième rôle qui est maintenant intégré pour la plupart des centres aquatiques, c'est ce strippage. Donc ici, on voit un exemple de strippage assez simple par chute d'eau. Il y a des choses plus fines qui peuvent être faites. On peut aussi avoir un système similaire par bullage. Donc on vient mettre des bulles d'air dans l'eau, donc l'inverse. Mais quelle que soit la technique employée, l'idée c'est d'augmenter la surface de contact entre l'air et l'eau pour essayer de dégazer la trichloramine présente dans l'eau, dans le bac tampon, plutôt que dans la halle bassin. Et donc bien sûr, après, ce qui est important, c'est d'aérer ce bac tampon pour venir extraire la pollution à ce niveau-là et la rejeter. Et donc ça, c'est très efficace en prévention de la trichloramine dans la halle bassin, puisqu'on vient l'extraire à un autre endroit. Si je continue le circuit de traitement d'eau, on arrive à un étage de préfiltration, puis à un étage de filtration. Donc la filtration, elle peut être réalisée par différents moyens. C'est la présentation qu'on a vue tout à l'heure. Très souvent, il s'agit de filtres à sable, comme on peut voir sur la photo. Et dans ce cas-là, ce qui va être important sur la filtration, c'est de bien gérer les rétro-lavages dont on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, grosso modo, en fonctionnement normal, donc l'eau passe dans un sens dans le média filtrant et va retenir les matières en suspension. Et lorsque on juge que le média filtrant est saturé, on va faire passer l'eau en sens inverse pour nettoyer le filtre et jeter cette eau de lavage à l'égout. Et donc cette étape est importante puisque ça permet de se débarrasser des matières en suspension pour pas qu'elles continuent à se dégrader dans le circuit de traitement d'eau. Ensuite, si je continue, donc on a une étape de chauffage et ensuite un rééquilibrage en chlore notamment, avec un analyseur puis une injection de chlore. Et là, sur cette étape-là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de diminuer les sous-produits de désinfection, c'est d'avoir une consigne en chlore qui soit adaptée. Donc la réglementation nous donne bien sûr une fourchette de chlore libre actif qu'on peut avoir
dans l'eau de la piscine. Globalement, l'idée, c'est de ne pas être sur la fourchette haute, puisque ça va avoir tendance à favoriser la production de sous-produits. On va pas non plus se passer trop bas dans la fourchette, puisque là, ça nous met, ça peut nous mettre en difficulté s'il y a tout simplement des accidents dans le bassin, hein, et on peut avoir des soucis microbiologiques. Donc, on va essayer de se placer à peu près au milieu pour essayer d'optimiser cette consigne en chlore. Enfin, sur le troisième volet, sur le traitement d'air. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement aux idées reçues, le traitement d'air d'une piscine, il est très complexe, et il est quasiment aussi complexe que le traitement d'eau. Les enjeux en fait de ce traitement d'air, ils sont le maintien en température, une température qui est très élevée dans le cas d'une piscine, hein, beaucoup plus que sur d'autres types de bâtiments. On va avoir également la gestion de l'hygrométrie, avec une attention particulière à la condensation aux parois, ce qui peut aussi avoir tendance à dégrader le bâtiment de manière un petit peu trop précoce. Et en plus de tout ça, on a la thématique qualité d'air avec ce polluant qui est la trichloramine, auquel on doit faire attention. Et ce traitement d'air, il faut aussi garder en mémoire qu'il représente 50% des consommations énergétiques de la piscine, c'est-à-dire plus que le traitement d'eau finalement, hein, puisque dans les consommations énergétiques de la piscine, on a le traitement d'eau, le traitement d'air et tout ce qui est annexe, douche, donc ECS, éclairage, etc. Donc, globalement, le seul moyen qu'on a pour agir sur ce traitement d'air, pour diluer, évacuer la trichloramine, c'est de faire rentrer de l'air neuf, donc de l'air extérieur, et d'évacuer l'air présent dans la halle qui est vicié. Et cet air neuf, il va nous coûter extrêmement cher en énergie, puisqu'il va falloir le chauffer, et il va provoquer en plus une évaporation de l'eau du bassin, puisqu'il est en général plus sec. Donc c'est effectivement une étape indispensable de gérer ce traitement d'air, mais il va pas falloir qu'on fasse non plus de la surqualité à ce niveau-là, puisque c'est des choses qui vont être extrêmement coûteuses en énergie. Donc là, normalement, à ce stade, on comprend bien l'intérêt d'avoir une mesure de trichloramine afin de ne pas être à l'aveugle en fait pour gérer ce paramètre, hein. Donc si on regarde ce qui était jusqu'à présent à disposition des exploitants comme moyen de mesure, donc quand je dis à disposition des exploitants, pardon, je crois que je vais pas passer là. Hop. Quand je dis à disposition des exploitants, c'est-à-dire des moyens de mesure qui soient à coût relativement faible et qui soient simples d'utilisation et robustes, hein. Donc on a dans l'eau très souvent des analyseurs de chlore, et dans le meilleur des cas, des analyseurs de chlore qui nous permettent d'avoir une mesure de chlore combiné en continu. Donc ça, c'est un paramètre. Et dans l'air, on peut avoir des mesures ponctuelles, donc sur filtre imprégné. Donc il y a des kits qui existent, hein, à destination des exploitants. L'inconvénient, c'est que la mesure, elle est ponctuelle, elle est effectuée souvent 2 fois par an, hein, et elle est moyennée sur plusieurs heures. Donc ça nous donne pas suffisamment d'informations pour agir en temps réel, et particulièrement sur le traitement d'air. Donc je vais passer, si ça veut bien charger. Je sais pas si vous voyez encore la présentation de mon côté, je l'ai plus. Alors, nous, on la voit. Bon bah si vous la voyez, c'est l'essentiel, je l'ai à... Oui, mais ça va être gênant pour vous. Peut-être aller en arrière et revenez. Ah c'est bon, ça devrait être bon, ouais. Tac, parfait. C'est bon, c'est OK pour vous? C'est bon, c'est bon. Donc là, du coup, je vais passer sur le sujet mesure continue de trichloramine. Je vais essayer de vous montrer des courbes, vous présenter un petit peu le moyen de mesure que l'on a développé. Donc ici, simplement pour introduire le sujet, on voit une mesure continue de trichloramine sur une piscine, un centre aquatique, sur une semaine.
avec les 2 seuils, qu'on utilise souvent, le 0,3 mg par mètre cube et le 0,5 mg par mètre cube. Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a quand même de fortes variations temporelles. Donc, on peut comprendre qu'une mesure moyennée sur 8 heures, comme c'est souvent fait, ça nous fait perdre de l'information. Ça nous permet juste de dire si globalement on est bon ou globalement on n'est pas bon, mais on n'a pas de finesse dans le diagnostic. Le moyen de mesure qu'on utilise, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un capteur électrochimique ampérométrique avec une conversion du signal adaptée, notamment à l'environnement piscine, hein, qui est humide et corrosif, on l'a vu, et avec un étalonnage spécifique en trichloramine sur notre bassin pilote, je le présenterai juste après. C'est une technologie de microcapteur. Donc, on va pas avoir une précision extrêmement importante. Par contre, ça nous permet d'avoir les variations en temps réel et un encombrement, un faible coût et une facilité d'intégration au système en place. Donc, et aussi une robustesse par rapport aux conditions de l'atmosphère piscine. Donc c'est ce qui en fait un moyen de mesure adapté à l'exploitation et peut-être pas adapté à des audits plus poussés ou à des mesures réglementaires. Donc la mesure, elle se présente comme on voit sur la figure de gauche. Donc l'installation, elle est en gaine, donc gaine de ventilation, hein, sur la reprise, donc l'air qui vient de la halle bassin. On va intégrer la sonde de trichloramine comme on intègre d'autres types de sondes, température, etc., que l'on a sur les installations de traitement d'air. Et on va pouvoir remonter le signal de la mesure dans nos systèmes techniques, donc ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique centralisée. Et donc, elle va pouvoir s'intégrer à la régulation. L'avantage d'intégrer cette mesure en gaine, c'est que de la même façon que les autres capteurs, on y a accès facilement pour la maintenance. On a une mesure qui est globalement représentative de la halle bassin. Par contre, effectivement, on sait qu'il peut y avoir des disparités de concentration dans la halle bassin et c'est des choses qu'on ne pourra pas voir avec une mesure unique en gaine. Et la conception des gaines de ventilation peut avoir un impact sur la mesure. Et ça, c'est des choses que l'on peut régler si on a la main sur la conception. Alors, ce qui nous a permis de mettre au point et ce qui nous permet maintenant d'étalonner les sondes de trichloramine, c'est donc ce bassin pilote, hein, cette piscine expérimentale qui est un bassin 25 mètres à l'échelle 1/40e, avec tout le traitement d'eau et le traitement d'air d'une vraie piscine à l'échelle, évidemment. On va pouvoir injecter dans le bassin de la pollution au moment où on souhaite produire de la trichloramine pour ensuite comparer différents moyens de mesure et valider notamment celui-là. Donc voilà le type de courbe qu'on peut obtenir donc en laboratoire, hein. On a 3 sondes de trichloramine différentes, donc là les courbes bleues, orange et grises, hein, qui se superposent quasiment. Ce qu'on va voir, donc on part d'un niveau de base assez faible puisqu'on n'a pas de pollution dans le bassin en temps normal. On va injecter un polluant azoté, chlorure d'ammonium dans notre cas, qui a l'intérêt de réagir assez rapidement et donc de produire de la trichloramine assez vite. Donc on voit que dès qu'on commence l'injection, les concentrations en trichloramine commencent à monter. Et au moment où on arrête l'injection, ça va se stabiliser et ça va décroître progressivement.
Et donc, on vient comparer les mesures continues avec des mesures ponctuelles qui sont réalisées par prélèvement sur filtre imprégné, qu'on va réaliser ici sur des temps assez courts, pour essayer d'avoir des choses aussi comparables que possible. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a bien les mêmes tendances, et donc ça nous permet de suivre la trichloramine dans le temps. Je vais vous montrer maintenant des courbes sur des vrais centres aquatiques, en essayant de comparer à chaque fois certains paramètres. Donc, on va commencer avec la fréquentation. Donc là, on a une courbe en bleu de trichloramine dans l'air en fonction du temps, avec le seuil à 0,3 mg par mètre cube. Et on a mis en parallèle de ça les horaires d'ouverture d'une part, et puis surtout, ce qu'on peut voir, c'est que le mercredi, dans ce cas-là, était un jour férié, et on voit bien que pas de fréquentation, pas de pic de trichloramine, ce qui est dû en fait à l'absence d'agitation du bassin en grande partie. De même qu'on peut voir que chaque jour, l'ouverture de la piscine va coïncider avec l'apparition d'un pic de trichloramine quasiment immédiat. Si on fait un zoom, si je puis dire, sur une journée, et qu'on met en parallèle les différentes activités, et ben ça nous donne le même type d'information en un petit peu plus fin. Le pic le plus important, il se situe le soir, quand il y a le plus d'activités, le plus de baigneurs en même temps dans le bassin. Et si on observe en particulier la période entre 14h et 16h, on va pouvoir voir, puisqu'il n'y avait que des cours d'aquagym à ce moment-là, les deux petites bosses qui correspondent aux deux cours qui se succèdent dans la piscine. Donc ça, c'est pas une surprise. On sait que la fréquentation a un fort impact sur la trichloramine, et là, ça nous permet simplement d'avoir les pics bien visibles, pour ensuite réfléchir à des solutions d'optimisation. Maintenant, les baigneurs dans le bassin, ce sont pas la seule cause d'agitation. On a aussi, surtout dans les centres aquatiques modernes et récents, un certain nombre de jeux d'eau, d'animations, de bains à bulles, de toboggans, et j'en passe. Donc là, on a fait une petite expérience grandeur nature. Donc là, c'est les concentrations en trichloramine pendant une nuit sur un centre aquatique. Et on a mis en route les animations entre 3h15 et 5h15 du matin. Donc évidemment, il y avait personne dans le centre aquatique. Et on s'est amusé à réguler pour avoir une concentration aussi stable que possible. Donc en allumant les animations, en les éteignant quand on passait un certain seuil, en les rallumant, etc. C'est pour ça qu'on voit un petit peu des créneaux sur cette période-là. Donc voilà, donc, même agitation finalement, même augmentation de surface de contact entre l'air et l'eau, que ce soit par une agitation due à des baigneurs ou par ce type de jet d'eau. Donc des conséquences assez semblables finalement. Et donc là, on va pouvoir revenir au petit schéma que je présentais tout à l'heure. Finalement, on a essayé de mettre en évidence ce qui se passe à l'interface entre l'eau et l'air. On peut dire que lorsqu'on a un bassin calme, on a un certain flux de trichloramine qui passe de l'eau à l'air. Et lorsqu'on va venir agiter la surface du bassin, ce flux va avoir tendance à augmenter, et on va assez rapidement le voir dans l'air repris en gaine. Sur un autre sujet, on a essayé de regarder un petit peu si on trouvait un lien évident, j'ai envie de dire, entre qualité d'eau et qualité d'air, côté mesure à disposition de l'exploitant.
Donc, en jaune, on a les mesures en chlore combiné dans l'eau du bassin, et en bleu, toujours la concentration en trichloramine dans l'air. Donc là, sur ce centre aquatique, on peut voir que sur le début de semaine, on n'est pas très bon sur la qualité d'eau, hein. On dépasse un petit peu les 0,6 milligrammes par litre. Pour autant, sur la qualité d'air, ça n'a pas l'air d'avoir une répercussion. Et en tout cas, on n'a pas l'impression d'avoir en instantané un lien entre les deux, entre qualité d'eau et qualité d'air. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les deux informations sont importantes et complémentaires. Évidemment, la qualité d'eau a un impact sur la qualité d'air, hein, puisque c'est cette pollution formée dans l'eau du bassin qu'on va finir par retrouver dans l'air. Mais ça agit plus comme une sorte de réserve de pollution qui va petit à petit se libérer dans l'air, que comme quelque chose qui en instantané va passer de l'eau à l'air. Donc les deux infos sont importantes et nous donnent des informations importantes pour gérer les équipements techniques. Donc là, on se situait effectivement sur la partie traitement d'eau. Globalement, les actions sur le traitement d'eau, elles sont nécessaires lorsqu'on a de façon chronique des concentrations dans l'air qui sont trop élevées. Et donc dans ce cas-là, c'est que il va falloir d'abord essayer de chercher une optimisation sur le traitement d'eau, puisque sinon on va se retrouver à surventiler la halle bassin en permanence et à ne pas traiter le problème à la source. Donc ici, on va passer sur le traitement d'air. Donc j'ai toujours présenté en bleu les concentrations en trichloramine dans la halle bassin, et la courbe que l'on a en orange, ce sont les commandes des volets d'air neuf. Donc c'est tout simplement, ça permet de représenter la quantité d'air extérieur qu'on apporte dans la halle bassin. Sur cette piscine, c'est une régulation assez basique. On a des créneaux puisqu'on apporte plus d'air neuf en journée que la nuit, puisque la nuit, il n'y a pas de fréquentation, donc on peut se permettre de réduire un petit peu cet air neuf. Et là, ce qui va être important à noter, c'est ces petits pics que l'on voit à la même heure tous les matins, qui sont ce qu'on appelle des boosts d'air neuf, une pratique qui était assez courante dans ces dernières années sur les centres aquatiques, et qui consistait en fait à apporter plus d'air neuf le matin avant l'arrivée des premiers baigneurs, en se disant finalement on va apporter beaucoup d'air neuf avant que les baigneurs arrivent, comme ça on va évacuer la pollution de la nuit et on va repartir sur de bonnes bases pour la halle bassin. Et finalement, grâce à cette mesure continue, on a pu se rendre compte que c'était pas forcément la stratégie à adopter, puisqu'on voit par exemple le lundi, c'est un bon jour pour voir ça, on fait le boost d'air neuf avant l'arrivée des premiers baigneurs, et donc en fait on est avant ce pic de trichloramine qui ne se produit que lorsqu'ils arrivent finalement. Donc là on voit que c'est pas utile. Certains jours, ça coïncide avec l'arrivée des baigneurs, donc là pourquoi pas faire ce boost d'air neuf quand les baigneurs arrivent, mais par contre le faire de manière préventive, ce sera pas quelque chose d'utile, et on va consommer de l'énergie pour rien à ce moment-là. Donc voilà le type d'optimisation qu'on peut très rapidement faire sur un traitement d'air. Donc là effectivement, on était sur le système du haut, qui a effectivement une importance particulière pour traiter tous ces pics, hein, ces moments où on a des concentrations particulièrement élevées, mais qui sont assez brèves dans le temps. Et donc là, on va pouvoir agir sur ce traitement d'air si on souhaite les contrer, à condition effectivement que le traitement d'air ait été bien dimensionné et qu'on puisse apporter suffisamment d'air neuf, qu'on ne soit pas bridé par la conception du système. Voilà, donc j'en arrive aux conclusions.
Donc l'apport de la mesure de trichloramine pour l'exploitant, elle est d'abord comme un outil de diagnostic. Il s'agit d'identifier le bon moyen d'action, d'identifier éventuellement la cause de problème ou à l'inverse, si tout va bien, de se permettre d'aller chercher quelques économies d'énergie sur certains sujets. C'est également un outil de suivi, ce qui permet d'alerter en cas de problème assez rapidement. Et j'aime bien ajouter que c'est un bon outil de formation pour visualiser assez rapidement un petit peu les grandes, enfin la manière dont réagit la trichloramine dans un bassin et sensibiliser aussi bien l'exploitant que les différentes parties prenantes à ce sujet qualité d'air. Les limites qu'on peut y voir, donc c'est pour l'exploitant, l'installation d'une sonde, c'est une maintenance supplémentaire avec une durée de vie qui est limitée pour le moment, donc avec une maintenance annuelle à prévoir. Mais globalement, c'est une maintenance assez légère, d'autant plus quand on voit les apports que peut avoir la mesure. Il y a un petit sujet effectivement sur la répartition de la trichloramine dans la halle bassin qui peut nécessiter des audits au cas par cas sur certains centres aquatiques à problème. Mais là, c'est en général que le traitement d'air est mal conçu, mal dimensionné et il faut chercher des optimisations à ce niveau-là. Et enfin, je l'ai dit, c'est vraiment une mesure de suivi tout au long de la vie de la piscine et pas une mesure qui se substitue aux mesures réglementaires. Je vous remercie de votre attention. Je vais regarder s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a. Donc, merci pour votre présentation très intéressante et très didactique. Donc voilà, ben, les questions vont arriver sur l'écran. Alors, mes préconisations techniques pour effectuer un bon stripping. Alors en fait, très souvent en exploitation, on fait avec la place qu'on a dans le bac tampon. Et donc globalement, l'essentiel déjà, c'est qu'il y en ait un. C'est important. Il y a certains centres aquatiques qui n'en ont pas encore et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. L'avantage des chutes d'eau, c'est que c'est assez peu cher, assez facile à mettre en place, alors que tout ce qui est bullage, comme c'est un système qui est actif, va nécessiter aussi de la maintenance sur la partie air comprimé. L'air qu'on va injecter, bien souvent, il vient des locaux techniques. Les locaux techniques, ils sont pas forcément très propres puisqu'ils sont pas faits pour ça, hein. Et donc l'air, si on le prélève à ce niveau-là et qu'on l'injecte dans l'eau, ça peut poser des soucis. Donc l'idée, c'est de faire une chute d'eau et qui soit aussi fine possible en pluie. C'est l'idéal. Avec un profil temporel de la concentration en trichloramine dans l'air très détaillé, comment allez-vous interpréter ces données pour évaluer le risque sanitaire et les actions opérationnelles à mener? Alors déjà pour la partie risque sanitaire, on continue quand même à s'appuyer sur les mesures qui sont faites dans la halle bassin par les techniques de référence, j'ai envie de dire, hein, par filtre imprégné. La mesure continue, elle est pour l'optimisation des systèmes techniques et va nous permettre notamment de mettre en place, ça nous permet de mettre en place des alertes sur seuil. Et lorsqu'on dépasse un certain seuil sur une certaine durée, de prévenir le technicien pour qu'il puisse aller regarder si le problème est très simple à résoudre ou s'il y a besoin d'une intervention plus complexe.
Le même type de réflexion a-t-il été mené avec des sondes de CO2? Alors oui, j'ai j'ai enlevé hier de la courbe sur le traitement d'air la mesure de CO2 qui était dessus parce que ça me semblait un petit peu compliqué de tout expliquer en même temps. Mais effectivement, sur la plupart des centres aquatiques, on peut avoir des sondes de CO2 et dans ce cas-là, le traitement d'air, il est lié déjà à cette mesure de CO2. Donc le CO2 qui permet de savoir à quel moment il y a une forte fréquentation dans le bassin. Donc c'est très bien, notamment dans les centres aquatiques où il n'y a pas d'animation, pas de jeu d'eau, parce que dans ce cas-là, effectivement, fréquentation égale pic de trichloramine. Donc on peut, avec une mesure de CO2, savoir quand ces pics ont lieu. Par contre, dès qu'on a des jeux d'eau et des choses de ce type-là, cette mesure de CO2, elle suffit plus à détecter l'ensemble de ces pics. J'ai cru comprendre lors de votre présentation qu'une gestion préventive de la qualité de l'air n'était pas efficiente. Cela remet en cause les travaux de l'INRS et son outil Aquaprev. Alors non, pas du tout. J'ai pas dû être très claire à ce niveau-là. La prévention, c'est extrêmement important et en fait, l'outil Aquaprev, il est avant tout pensé pour aider les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre en phase de conception d'un centre aquatique. Et effectivement, cette phase de conception, elle est clé, puisque si on n'a pas un traitement d'eau bien dimensionné, si on n'a pas un traitement d'air bien dimensionné, ben derrière, on fera ce qu'on pourra, mais on ne pourra jamais avoir une excellente qualité d'eau, une excellente qualité d'air. Et donc c'est là que l'outil Aquaprev, il est extrêmement important. Maintenant, là, je parlais vraiment sur la partie exploitation. Donc, on récupère le centre aquatique tel qu'il est, avec assez peu de possibilités de travaux, hein, ou des travaux mineurs. Mais dans ce cas-là, la gestion préventive, elle passe plutôt par ce que j'expliquais, la sensibilisation à l'hygiène baigneur, le traitement d'eau qu'on essaye d'optimiser au maximum, et ensuite un traitement d'air, pareil, qu'on optimise. Et la production de chloroforme que certains traitements anti-chloramine étaient censés produire. Oui, alors j'ai pas parlé de ce sujet-là puisque, enfin, c'était pas forcément l'objet de la présentation. Vous noterez que quand j'ai parlé de traitement d'eau, j'ai pas parlé des traitements UV qu'on retrouve dans beaucoup de centres aquatiques et qui sont vendus comme étant une solution au problème de la trichloramine dans l'air. Je suis pas spécialiste sur la qualité d'eau. Maintenant, il y a un avis ANSES qui est pas forcément favorable sur ce type de technique. Donc on essaye de s'en passer lorsque c'est possible et lorsqu'on arrive à atteindre des taux dans l'eau comme dans l'air qui soient satisfaisants. Alors, si nous n'avons plus de questions, je vais en poser une par curiosité, mais vous allez me dire si vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous pouvez parler de l'architecture du capteur électrochimique? Non, malheureusement, c'est un petit peu la Tant limite. pis, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup encore pour votre présentation très claire et vos questions et la réponse aux questions également qui étaient très bien renseignées et très claires. Voilà, donc nous avons